leaning, leaning on the everlasting arm. What a fellowship, what a peace is mine, leaning on the everlasting never sleep? arm. What a blessedness, what a joy. Salut les gens! Oui, ça fait vraiment du bien d'être de retour. D'autant plus que je prépare cette chronique depuis un bon bout de temps maintenant. Et il était grand temps pour moi de revenir aux fondamentaux. Le classique hollywoodien, les bons vieux films des années 50 en noir et blanc. Bref, ce pourquoi C'est pas si mal a été créé. Aujourd'hui, préparez-vous bien, on va parler de The Night of the Hunter. Réalisé par Charles Laughton en 1955, le film est l'adaptation du livre du même nom écrit par Davis Grubb. Mais on reviendra sur tout ça plus tard. Petite voix, on commence par quoi? L'adieu du réel? C'est parti! Charles Laughton est né un pied au 19e siècle en 1899 au Royaume-Uni. Il combattra pendant la Première Guerre mondiale, alors en pleine adolescence. Dès 1925, âgé de 26 ans, putain je suis fort en maths, il entrera dans la Royal Academy of Dramatic Art, une putain d'école de théâtre située à Londres. Bien qu'ayant vécu pas mal d'aventures homosexuelles dans sa vie, il se mariera quelques années plus tard avec Elsa Lanchester, actrice surtout connue pour avoir interprété la fiancée de Frankenstein en 1935. Laughton, même si campant parfois quelques rôles dans des courts-métrages, c'est surtout un acteur de théâtre à ses débuts. Il acquérera une certaine renommée, rencontre durant sa carrière Bertolt Brecht, pour lequel il jouera dans La vie de Galilée, mais aussi dans la série de Tchekhov, ou bien plus tard dans Le Roi Lear, fameuse pièce de Shakespeare. Cependant, dès les années 30, il sautera à pieds joints dans le monde du cinéma. Sa réputation aidant, il jouera dans des films de Cecil B. 2000, James Whale, Alexander Korda, Hitchcock, jouera aux côtés de grands noms, comme avec Boris Karloff dans son premier film, interprétera de grands rôles dans de grands films, l'inspecteur Jarvet dans Les Misérables de Richard Bolesowski, Quasimodo dans le film de William Dieterle, bref, c'est un mec qui pèse et pas qu'au sens figuré. C'est vachement bas de s'attaquer au physique des gens. Non, mais c'est même pas moi qui le dis. On retiendra souvent sa carrure comme moteur dans sa carrière, lui ouvrant les portes de rôles atypiques comme de gros bourrus. Lui-même confirmera que sa corpulence fut, avec un très mauvais jeu de mots, un énorme plus pour travailler les différents rôles qu'on lui confia. En 1949, Laughton fait ses armes derrière la caméra. Il tient alors le rôle de l'inspecteur Jules Maigret dans The Man on the Eiffel Tower, réalisé par Burgess Meredith. Mais le réalisateur y campera aussi l'un des rôles du film, ce qui donnera donc l'occasion à Laughton de diriger l'équipe technique lorsque celui-ci devra passer devant la caméra. Et apparemment ça lui plaît. En 1953 sort un livre intitulé The Night of the Hunter. Écrit par un certain Davis Grubb, le bouquin devient rapidement un best-seller. Hyper provocateur, violent, l'histoire intéresse énormément Paul Gregory, producteur et ami de Laughton, qui propose à ce dernier d'en réaliser une adaptation. Les droits sont achetés, le film est réalisé en 55, et se casse complètement la gueule aussi bien au box-office que devant les critiques spécialisées. Cet échec cuisant pour Laughton signera littéralement la fin de sa carrière au cinéma. Plus aucun studio ne voudra lui confier une réalisation, alors même que Grubb est lui-même projeté d'adapter une nouvelle œuvre de l'écrivain. À cette époque, Laughton est âgé de 56 ans, sa carrière d'acteur freine aussi pas mal, il jouera dans quelques derniers films, notamment le Spartacus de Kubrick en 1960 où il y tiendra le rôle de Gracchus. Il mourra finalement 2 ans plus tard, à 63 ans d'un cancer, et il faudra attendre de nombreuses années pour que sa seule réalisation soit redécouverte et classée parmi les chefs-d'œuvre du cinéma. Ce sera le cas notamment en 1992 quand le film est désigné par le National Film Preservation Board pour être inscrit dans la longue liste des films majeurs de l'histoire du cinéma. Et franchement, si un soir vous savez pas quoi regarder comme film, allez-y, piochez des trucs, on y trouve vraiment de tout. Seule condition pour qu'un film y soit inscrit, être vieux de moins de 10 ans, et forcément ce ne sont que des films américains. Bah oui, il y a marqué national. C'est l'heure du pitch. C'est l'heure du pitch. Un père de 2 enfants rentre un jour chez lui totalement paniqué. Il a cambriolé une banque et ramène une énorme somme d'argent avec lui. Il a tout juste le temps de cacher le sac avant que la police ne l'arrête. L'homme est condamné à mort et Villa, sa femme, tente de s'occuper seule du foyer, jusqu'au jour où celle-ci rencontre le révérend Harry Powell, imposteur meurtrier. Le nouveau venu joue alors de ses charmes pour pouvoir mettre la main sur l'argent malgré les 2 enfants, John et Pearl, faisant tout pour garder le secret. C'est la fin du pitch. Oui, bah c'est bon, on a compris. Alors dites-moi une chose. Pourquoi vous voulez pas voir ce film? Tu dis rien?
C'est-à-dire qu'à force, je trouve plus d'arguments, moi. J'ai compris la rengaine, de toute façon. Je vais critiquer un truc, tu vas gueuler que c'est pas si mal et continuer à brailler pendant un quart d'heure. Ouais, c'est le principe. Bah, je sais pas. Parce que c'est pas si mal! Tout est marquant dans ce film. La photographie, le mélange des genres, les acteurs. Là, je débute avec un avis strictement personnel, hein. Mais c'est véritablement comme si on en avait pris tout ce que le cinéma avait de meilleur à donner en 55 et qu'on en avait fait un long métrage. Pour m'expliquer, je vais y aller d'une manière assez chronologique. Comme je l'ai dit vite fait plus tôt, The Night of the Hunter est l'adaptation du livre de Grubb, mais pas que. Il faut noter dans un premier temps la lucidité de l'auteur vis-à-vis de ce qu'est une bonne adaptation. Dès le départ, il était clair selon lui que le film ne pourrait pas véhiculer la même histoire que celle qu'il avait écrite. Cinéma et littérature sont deux médias différents, aux codes et enjeux différents, et pour le plus grand plaisir de l'automne, l'auteur accepta de faire abstraction du côté provocateur et violent de son livre. Effectivement, la volonté du cinéaste était de présenter l'histoire selon le point de vue des enfants, jouer sur les peurs les plus primitives, la peur du noir, de l'inconnu, la peur de se retrouver seul. L'esthétique visuelle du film, on y reviendra plus tard, empruntera énormément à l'expressionnisme allemand, et cela, il faut l'avouer, jouera un très grand rôle au niveau de la représentation de la peur dans le film. Chose qui facilitera les rapports entre réalisateur et écrivain sera leur passé. Tous deux ont connu la dépression, la peur du manque, du capitalisme. Tous deux redoutent les religions organisées. Sans être athées, ils rejettent totalement les dogmes de leur confession. Et cette entente sera un réel plus pour la conception du film. On retrouvera les thèmes de la dépression avec la motivation du père à voler une banque, ou les deux enfants crevant la dalle mendiant pour une pomme de terre. On retrouvera les religions perverses avec la foule buvant les paroles du faux révérend Powell. On verra, toujours avec la foule, des gens déchaînés, ne répondant plus à aucune autorité, dans le plus grand chaos. Bref, toute une chier de thèmes marquant la patte de nos deux créateurs. Aussi, Grubb confiera quelques croquis concernant certaines scènes. Constatant la vision particulièrement précise de l'auteur, le réalisateur lui commandera pas moins de 119 dessins à destination du chef décorateur. Et ces derniers seront une source d'inspiration extrêmement importante pour la conception du storyboard. Certains en viendront à considérer Davis Grubb comme étant le réel designer du film. Cela dit, il ne faut pas oublier que la vision de l'auteur étant très provocatrice, parmi tous les dessins fournis, un certain nombre sont alors encore trop explicites. Nus, images gore en tout genre, Grubb, bien qu'adhérant à la vision de l'automne pour le film, n'est pas du tout au fait de ce que le code Hays permet à l'époque. Souvenez-vous, le code Hays est ce fameux manuel d'autocensure dont on avait parlé dans la chronique sur Planète Interdite. Bon, en même temps, fallait voir ce qui avait inspiré le récit de Grubb. Harry Powell, personnage principal du film et du livre, est en réalité un décalque du tueur Harry Powers, au point que même le nom fut quasiment repris. Harry Powers défraya la chronique une vingtaine d'années plus tôt et alimenta les faits divers, se faisant passer dans les petites annonces de nombreux journaux comme un homme cherchant l'amour, pour ainsi tuer les femmes qu'il rencontrait. Lors de son procès, toute une foule s'aggloméra autour du palais de justice où il était jugé, protestant et voulant venger les femmes qu'il avait tuées. Ainsi, énormément de passages du livre restent fidèles à la réalité concernant ce personnage, si bien que certaines scènes jugées trop violentes devront être supprimées lors de l'écriture du film. Et c'est finalement compréhensible, sachant que, par exemple, le livre s'ouvrait sur une scène de crime dans laquelle gisait une prostituée éventrée. L'automne et Grubb commencent donc leur collaboration. En parallèle, James Agee, journaliste, critique ciné et scénariste, est engagé pour coucher sur papier le scénario du film. Il finira par donner naissance à un mastodonte totalement fou de 293 pages, 400 selon certaines autres sources. Il faut se rendre compte à quel point c'est énorme. On estime qu'une page de scénario respectant les codes de mise en page correspond en moyenne à 1 minute de film. Bien sûr, cela varie énormément d'une page à l'autre, hein, c'est une moyenne. Mais 293 pages! On parle de presque 4 heures de film. L'automne et Agee ne s'entendront pas bien durant leur collaboration, principalement pour cette raison. Agee n'en a absolument rien à foutre des conventions à Hollywood et il se torchera avec le code Hays. Encore une fois, il était clair dès le départ pour l'automne que le film ne devait pas être aussi provocateur que le livre. Lui veut avant tout mettre en scène le cauchemar d'un enfant. Cela dit, et on y reviendra plus tard, c'est à Agee que l'on doit certaines mises en scène du film, notamment ce qui concernera le surjeu des acteurs et l'aspect cartoonesque de certaines scènes, le scénariste citant entre autres Tom et Jerry comme inspiration. Le scénario finira par être réduit à 147 pages par l'automne, ce qui restera néanmoins énorme pour un film d'1h30. Et Agee mourra d'une crise cardiaque à 45 ans avant même d'avoir eu l'occasion de voir le film. Oh, c'est triste. Le scénario bouclé, l'équipe technique réunie, le tournage commence. Et maintenant, et purement arbitrairement, on va causer photographie. Ouais, d'ailleurs, le film est en noir et blanc. Chut! Je vais pas revenir sur cette histoire de noir et blanc, t'es con, c'est tout ce que je peux dire. Pour les autres, si vous voulez savoir pourquoi le noir et blanc c'est le truc le plus génial de l'histoire du cinéma, je vous invite à regarder la chronique sur La Nuit des Morts Vivants. La photographie est dirigée par Stanley Cortez, un chef-op de malade ayant auparavant travaillé sur La Splendeur des Amberson d'Orson Welles, Le Secret derrière la porte de Fritz Lang et environ 70 autres films. En faire le tour serait très long. En bref, c'est une véritable star à Hollywood.
Mais genre vraiment. Pour vous rendre compte à quel point le mec est coté, il faut se mettre dans la tête que son salaire s'élèvera à quelques 75 000 $ juste pour The Night of the Hunter. C'est pratiquement 10% du budget de tout le film, qui lui sera estimé à quelques 800 000 $. Et c'est 25 000 $ de plus que le salaire du propre réalisateur du film. 25 000 de plus, bordel! Alors ouais, on peut dire sans exagération que Stanley Cortez lui aussi pesait dans le game. Contrairement à ce qu'on avait pu voir pour Night of the Living Dead, le noir et blanc est un choix tout à fait conscient cette fois-ci. Et ce, bien que les premières intentions de Cortez aient été de tourner le film en Technicolor désaturé. Et je sais ce que vous pensez, on est encore dans les années 50 et le monochrome au cinéma est encore bien présent. Donc pourquoi s'attarder sur le sujet? Comprenez que, malgré tout, la couleur gagne de plus en plus en popularité, et est souvent plus synonyme de fiction, de rêverie. Le noir et blanc, lui, est encore surtout utilisé pour les réalisations se voulant réalistes. Et c'est là que le coup de génie se trouve. Voulant réaliser un conte pour enfants, il aurait été logique d'user du Technicolor, comme Cortez le pensait. Or, l'image monochromatique sautera aux yeux d'une manière totalement inattendue, propulsant le récit vers quelque chose de plus noir et réaliste. Résultat, un mélange des genres volontairement déstabilisant, qui participera sûrement à la mauvaise réception du film, car ce que le public verra sortir dans les salles de cinéma sera un film noir couplé d'une structure narrative de l'ordre du conte. Imaginez Cendrillon filmé à la manière d'un Sin City. Once upon a time, in a faraway land, there was a tiny kingdom. La pellicule utilisée sera du Tri-X, une pellicule commercialisée par Kodak et réputée pour être très sensible à la lumière et très contrastée au développement. Cela permettra à Cortez de limiter l'éclairage présent sur le plateau, jouant sur les ombres et les zones éclairées, marque de fabrique du film noir d'ailleurs. Vous aussi, vous pourrez jouer à ce jeu la prochaine fois que vous regarderez un film de cette époque tourné en studio. Amusez-vous à compter les ombres que projettent les acteurs. Vous verrez, c'est assez hallucinant, car à chaque ombre appartient une source de lumière, et bien souvent une très forte source de lumière. Ça donne une idée assez frappante de toute la technique utilisée derrière une caméra. À l'époque, les pellicules utilisées sont rarement très sensibles. C'est pour cette raison que l'éclairage sur un studio prend beaucoup de place. Et c'est aussi pour cette raison que les nuits américaines se sont popularisées. Depuis toujours, comme il était totalement impossible de filmer en pleine nuit, ou ne serait-ce qu'en basse lumière, on filmait en plein jour, travaillant en post-production l'étalonnage pour rendre un effet nuit. Grâce à la pellicule Tri-X choisie par Cortez, le film comporte plein de scènes de nuit où celle-ci est extrêmement réaliste. On peut se permettre de ne plus éclairer le plateau totalement et de jouer avec de petits spots afin de véritablement peindre de la lumière sur le décor. Bref, la photo de ce film nique toutes les mers du monde. Toujours du côté esthétique visuel, The Night of the Hunter est un parfait exemple de quelques trucages qu'on utilisait à l'époque de la pellicule. Le film dispose de plein de plans composés, appelés match-shot ou optical printing. Ces plans consistent à placer une vitre partiellement bouchée devant l'objectif, afin de n'impressionner qu'une partie de la pellicule. Tout cela dans le but de réutiliser la dite pellicule pour introduire un nouvel élément dans sa partie encore non utilisée. Cette technique est véritablement l'ancêtre des incrustations green screen au cinéma. Bien sûr, il s'agit là d'un trucage plus vieux que le cinéma lui-même, on s'en sert depuis les débuts de la photographie, avant même que le 7e art ne soit inventé. Et Méliès, pour ne citer que le plus connu, était déjà devenu un pro de cette technique au début du siècle dernier et s'en servait dans pratiquement toutes ses productions. Maintenant, n'importe quelle série à la télé use des mêmes techniques, mais numériques, où l'on remplacera le fond noir de la pellicule par le vert des grands fonds tendus en arrière-plan. Pour en revenir à notre film, l'exemple le plus frappant serait la scène de l'évasion des enfants sur la rivière. C'est peut-être bien la séquence la plus connue de ce film, entre la lumière, la musique, la composition. Ce passage reflète au mieux possible le côté féerique du film. Ici, par exemple, en ce qui concerne le ciel, Cortez aura simplement l'idée de fixer des ampoules sur un fond noir afin de donner cet effet de voûte céleste. Ainsi, les enfants sur leur bateau seront filmés dans un premier temps, puis le dit ciel. Pareil pour cette toile d'araignée dont les gouttes de rosée, pour la petite anecdote, ont été réalisées à base de miel. Mais bref, très sérieusement, les coulisses de ce film regorgent de petites histoires comme ça, et je pourrais passer pas mal de temps à les énumérer. Mais c'est pas non plus le but de la chronique, et pour ça, je vous invite vraiment à choper le Blu-ray du film sur lequel se trouvent pas mal de bonus géniaux. Oui, je fais de la pub. Non, je suis pas payé. J'en ai rien à foutre. On va rester sur cette séquence pour parler des deux enfants interprétés par Billy Chapin et Sally Jane Bruce. Si ces protagonistes sont au centre de l'histoire, c'est le personnage masculin John Harper qui accaparera toute l'attention du réalisateur. En effet, bien qu'à en juger les documents de tournage et le fait que l'automne ait eu l'air de s'entendre parfaitement avec les deux petits, celui-ci rapportera en privé ne pas pouvoir supporter la petite fille et l'avoir justement choisie parce qu'elle le répugnait, symbolisant à elle seule le cliché de l'enfant star pour y gâter. Il faut rappeler que la petite avait gagné un prix à un concours de chant juste avant et qu'elle restait accompagnée de sa mère, peut-être un peu trop fière d'elle. Et bien que son personnage chante une berceuse dans cette fameuse scène de la rivière, il est intéressant de noter que ce n'est même pas la véritable voix de la jeune actrice que l'on peut entendre, la petite Sally ayant été redoublée par une véritable chanteuse adulte en post-production.
Billy Chapin, lui, avait fait du théâtre, et étant enfant acteur, avait déjà pu camper plusieurs rôles au cinéma auparavant. Sa carrière fut très courte, on le fit apparaître dans un premier film à l'âge d'1 an, et lui décidera d'arrêter à 13 ans, en 56, soit une année après The Night of the Hunter. Laughton fera preuve d'une très grande patience lors du tournage pour travailler correctement avec les enfants. Il liera une très forte amitié avec Chapin, et ira même lui rendre visite à l'hôpital lorsque ce dernier aura l'appendicite en plein tournage. Le comportement du réalisateur, attesté par les nombreux rushs dévoilés, contrastera énormément avec ce que l'on dira de lui. À la sortie du film, Laughton sera qualifié de piètre directeur d'acteur. En effet, certaines scènes paraissent ridicules, celle de l'arrestation du père par exemple. Where's your mom? Out shopping. You're bleeding, Dad. Listen to me, John. This money here, we gotta hide it before they get to me. There's close to $10,000. Where? In the rock in the smokehouse? No. In the bricks in the grape harbor? No, they dig for it. Sure. That's the place. Ou bien même la séquence se déroulant dans la cave lorsque les enfants se font piéger par Powell. John made a sin. John told a lie. Putain, sérieusement? On dirait les courts-métrages que tu faisais quand t'étais prépubère. Ferme ta gueule. C'est toujours trouvable sur le net d'ailleurs. Je t'ai dit ta gueule. Je crois que oui en plus. Wow! Non mais regarde ça, c'est horrible. Oui, le film connaîtra pas mal de passages étrangement faux. Cependant, faut se souvenir des influences cartoon du scénariste A.G. Et quand bien même, à côté de ça, on trouvera néanmoins plein de perles de jeux d'acteurs. Et toujours, les rushs continueront d'attester du perfectionnisme de Laughton pendant le tournage. Par exemple, lors de la scène du meurtre de Villa, scène durant laquelle le cinéaste persistera à retourner un plan des dizaines et des dizaines de fois. D'un autre côté, certaines personnes penseront que toutes ces scènes étrangement fausses précédemment citées seront dues à la réalisation très film muet de Laughton. On avait abordé les influences du scénariste, faut-il maintenant citer le cinéma qui inspirera le style du réalisateur ? Le muet. Laughton n'hésite pas à parler pendant que la caméra tourne, laisse la pellicule tourner en continu avec un seul clap et un seul cut par bobine. De nombreuses scènes du film adoptent l'esthétique de l'expressionnisme allemand avec certains décors évoquant cathédrales et antres de monstres. Et oui, pour en revenir au jeu d'acteurs, c'est un fait. Du temps du muet, ceux-ci avaient tendance à surjouer afin de rendre les intentions de leurs personnages compréhensibles pour le public. Et ce n'est pas un secret, Laughton est réputé pour être un grand amateur de muet. Les films de Griffith notamment le marquèrent énormément. Griffith. Ah! C'est pas lui qui avait fait le film sur le Ku Klux Klan? C'est pas vraiment sur le Ku Klux Klan, mais ouais, la naissance d'une nation. Cool. J'irai pas jusque-là. Griffith, on ne peut pas nier l'importance de ce réal dans l'histoire du cinéma. Il a totalement bouleversé la manière de monter, d'écrire des scénarios, il a fondé la United Artists, aux côtés de Chapin, Fairbanks et Pickford, le studio qui distribuera La Nuit du Chasseur d'ailleurs. Griffith, c'est sérieusement un mec cool. Malgré certes sa naissance d'une nation d'un point de vue idéologique. Mais la raison pour laquelle on s'attarde sur lui, c'est pour parler de sa muse, Lillian Gish. Née en 1893, elle débute sa carrière d'actrice de cinéma en 1912, sous l'aile de Griffith. Elle connaîtra un énorme succès du temps du muet, jouera dans La Naissance d'une Nation, bien évidemment, mais aussi dans d'autres films assez connus, Intolérance ou Le Lys brisé, pour rester sur la filmographie de Griffith. Alors, outre le fait qu'elle prouve que le voyage dans le temps est possible et qu'elle se fait passer pour une certaine Catherine Fro de nos jours, il est vraiment super intéressant de la voir dans The Night of the Hunter. Lillian Gish, c'est un peu la superstar du muet. Elle a pu jouer dans pas moins de 37 films entre 1912 et 1930. Ainsi, la voir en 55 jouer dans un film parlant, âgée de 62 ans, alors que jusqu'ici, personnellement, je n'avais qu'une image jeune et muette d'elle, ça fait un effet très spécial. Certains pourront vraiment avoir l'impression de voir une personne arriver d'une autre époque, un peu comme quand Fritz Lang fait un passage dans Le Mépris de Godard. Mais encore mieux que ça, son rôle, bordel, une femme forte, une warrior. Et pour pouvoir continuer sur le sujet, va juste falloir que je digresse un peu sur les thèmes du film, et notamment la représentation de la femme. Ce film est putain de misogyne dans sa première partie. Villa, veuve, doit s'occuper de ses enfants seule. Elle est fragile, timide, naïve, et vit dans une communauté où tout le monde passe son temps à lui dire qu'elle ne peut pas éduquer ses 2 enfants toute seule, qu'il faut qu'elle se trouve un mari, qu'une femme n'a pas à travailler mais à rester à la maison, faire le ménage et la cuisine. Paul arrive en ville, se marie avec elle, et tout fout le camp. Villa est assassinée, ses enfants fuient le monstre. Bref, cette première partie de film n'est pas franchement joyeuse ni très féministe. Puis arrive Rachel Cooper, le personnage campé par Lillian Gish. Et attention, là ça rigole plus. Comme une sorte de gros fuck à tous les personnages mis en scène dans la première partie du film, Cooper vit seule, est stricte et incrédule. Elle sait que la vie est dure et que certaines personnes ne seront là que pour t'en faire baver. Et par-dessus tout ça, elle recueille des enfants abandonnés pour les élever et les éduquer. Une demi-douzaine vit avec elle lorsque John et Pearl croisent son chemin. Son personnage est putain de génial! Leaning, leaning. Sérieusement,
Puis merde, c'est le sosie de Catherine Fro. Sur le tournage, Gish est d'ailleurs surnommé par Lawton The Iron Butterfly, comprenez le papillon de fer. Ça en dit long sur sa personnalité. Bref, c'est aussi en partie pour ça que j'adore ce film. Il sait rester dans une ambiance culturelle propre à l'Amérique protestante des années 50. Une culture très sexiste, raciste, conservatrice, tout ce qu'on veut, mais tout en se permettant de critiquer, et parfois de manière très frontale et agressive, cette dite culture. Et personnellement, quand je vois cette femme tenir tête à Powell après tout ce qu'a pu nous montrer le film, c'est un véritable orgasme que je ressens en dedans de moi. Lillian Gish mourra juste avant d'avoir 100 ans, en 1993, et c'est triste. Et le dernier film dans lequel elle jouera sera Les Baleines du mois d'août de Lindsay Anderson, sorti en 1987, alors que l'actrice était âgée de 94 ans. Sérieux, cette actrice, cœur. Et sérieux, c'est vraiment la copie de Catherine Fro. On a compris! Reste le personnage de Powell. Campé par Robert Mitchum, À tes souhaits! on l'a déjà dit durant cette chronique, il est très fortement inspiré de Harry Powers, le meurtrier. Mitchum, c'est le bad boy de l'époque. Il a commencé sa carrière d'acteur une dizaine d'années plus tôt et est surtout réputé pour les films noirs dans lesquels il a joué. 114. C'est le nombre de films dans lesquels il donnera la réplique au cours de sa vie. Mitchum est assez exécrable sur le tournage. Il arrive en retard, parfois complètement bourré, il raconte des cracks à un peu tout le monde, il traite Shelley Winters, l'actrice qui campe Villa, comme de la merde. Ouais, on va dire que sa réputation ne vient pas de nulle part. Mais c'est pourtant avec un grand talent qu'il interprétera le faux révérend. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting. And it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left-hand hate is down for the count. Ce film recèle aussi quelques expérimentations, notamment en ce qui concerne la musique. Écrite par Walter Schumann, par Robert, elle dépendra entièrement des images shootées par Cortés. Ce dernier aimant beaucoup composer ses images en écoutant de la musique sur le plateau, Lawton demandera alors à Schumann par Robert de composer des thèmes similaires à ceux que le chef-op avait dans les oreilles sur le tournage. Le compositeur écrira deux thèmes principaux, totalement opposés, en accord avec le mélange des genres assumés du film. Le gros thème du méchant révérend et la petite comptine des enfants. Ces deux thèmes se côtoieront dès le générique d'ouverture, sans autre forme de procès, ce qui créera un décalage très prononcé. À côté de ça, nous pourrons retenir la berceuse que chante Pearl sur la rivière, chanson qui donne une profondeur féerique à absolument tout ce qui passe devant l'objectif, et encore une fois, son équivalent contraire, Leaning on the Everlasting Arms, chanté par Powell. Et si vous avez l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part, c'est peut-être parce que vous avez vu True Grit. Next! C'est l'heure de l'anecdote. Je vais faire du vent dans le micro. Parce que c'est l'anecdote. Les billets de banque utilisés dans le film ne sont pas de faux billets comme on pourrait le penser. Il est vrai que la loi interdisait à l'époque d'utiliser de vrais dollars américains dans les films nationaux. Et comme petit pied de nez à cette loi, seront alors utilisés de véritables pesos mexicains. Bon, ça sert à rien de le savoir par contre. C'est la fin de l'anecdote. Est-ce que tu aimes quand je te chuchote dans les oreilles? Le film sortira donc en salle tout d'abord le 26 août 1955 à Los Angeles et se prendra un four monstre. L'échec commercial et critique est tel que Lawton sera littéralement interdit de réaliser d'autres films et sera blacklisté des grands studios. Et le pire dans tout ça, c'est que l'échec auprès du public ne sera même pas de la faute du film. La United Artists s'occupera de la distribution et s'en branlera complètement. Ne sachant pas comment vendre le film, les affiches placardées seront insipides, les bandes annonces montées avec les pieds. Les acteurs faisant la promotion du film à la télé auront plus l'air de clowns. Le film sera projeté en deuxième partie dans les séances double feature et sera même censuré en Europe. Imaginez pousser un homme tronc du haut d'une piste de ski et regarder ce qui arrive une fois en bas. Finalement, quand on y repense, on était face à un cercle vicieux. Le film n'ayant pas excessivement coûté cher, la United Artists ne prévut pas beaucoup de moyens pour sa promotion, ce qui entraîna le naufrage du film et l'osefri encore plus prononcé du studio. Et c'est triste. L'histoire de ce film et de sa réception critique m'a fait pas mal réfléchir.
Un film n'est selon moi jamais bon ou mauvais. J'avais déjà poussé cette chansonnette sur Twitter pour ceux qui me suivent. Un film, ou toute œuvre artistique quelle qu'elle soit, n'est jamais bonne ou mauvaise. C'est le public qui fait le film. Aimer ou pas un style cinématographique n'est pas un indicateur de la qualité du dit style. Chacun est sensible à diverses choses. Chacun a le droit d'aimer un film que la majorité déteste. Et chacun a le droit de détester un film que tout le monde adore. Cela étant dit, il faut garder à l'esprit que la réception d'une œuvre n'a rien d'objectif. Une œuvre est un langage et sert à communiquer un message à son spectateur, que cela concerne la renaissance de son personnage, la quête initiatique de son héros, ou un message métaphysique non élucidé à ce jour. Et finalement, seule sa capacité à transmettre le message en question peut être jugée. Un film peut être désagréable à regarder. Si cela est justifié, le film ne peut être que réussi. Mais bien que le langage cinématographique réponde à des codes visuels et sonores, la sensibilité du public varie énormément d'un spectateur à l'autre et d'une époque à l'autre, à cause d'une infinité de facteurs composant le contexte dans lequel l'on regarde le film. Au final, même la réception du public face aux intentions de réalisation d'un film est totalement subjective. Nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes stimuli. Certains trouveront que Terminator est l'un des meilleurs films de SF du siècle passé, alors que d'autres ne comprendront même pas pourquoi il a fait plus de 2 entrées lors de sa sortie en salle. Le fait est que personne ne peut prétendre avoir raison. Toute cette tirade pour dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez d'un film, mais qu'en aucun cas vous avez la légitimité de dire qu'un tel c'est de la merde et qu'un autre c'est le meilleur film du monde. Et je sais, je suis le premier à blâmer, j'adore gueuler du fond de mes tripes qu'un film c'est de la merde quand je vois un truc qui me déplaît. Et je compte pas m'arrêter, ne serait-ce que pour l'effet comique que ça procure. Mais dans un débat plus sérieux, j'essaie de me soigner. Combien de fois n'est-on pas tombé face à une personne vomissant sur un film que nous-mêmes avons adoré? Et ça fait mal. La prochaine fois, pensez-y. Critiquez un film en ayant en tête les intentions de son réalisateur et n'oubliez jamais que ce n'est que votre point de vue. Pour en finir avec tout ça, moi je ne peux que vous conseiller de regarder The Night of the Hunter parce que je pense franchement qu'il n'est pas si mal. Merci à tous d'avoir regardé, laissez un pouce en l'air et un commentaire si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je remercie comme toujours tous mes tipeurs qui sont beaux, qui sont parfaits et surtout je vous encourage à partager la vidéo. C'est le seul bon moyen de faire connaître une chaîne et c'est le seul bon moyen que vous avez pour me soutenir. Mon temps avec vous touche désormais à sa fin, alors en attendant la prochaine, portez-vous bien! Je vois mes pieds dans la glace. Oui. Tu les trouves jolis?